Comment ça va fonctionner? Je vais me promener dans la salle avec le micro, je vais aller vous voir. Et comme on a peu de temps, on vous demanderait pour les questions d'être très concis. Vous avez en moyenne 10 à 15 secondes maximum pour poser votre question. OK? Sinon, je vais vous couper, je vous le dis tout de suite. Il faut que la question soit précise, ça soit une question, pas 2 et 3. Et il faut que ça porte sur le sujet de notre panel d'aujourd'hui qui est sur les perspectives et les solutions d'avenir. Donc, on pose des questions à nos invités en lien avec des solutions, comment ils voient l'avenir ou si telle solution, selon eux, c'est une bonne chose. Donc, je me promène dans la salle et je vais prendre vos questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main? C'est Josiane qui tient le micro. Oui, oui. Moi, je suis professeur, ça ne me dérange pas de couper le monde. Une madame ici. Bonjour, merci d'être là. Ma question concerne les jeunes. Que pensez-vous et qu'est-ce que vous observez chez des personnes plus jeunes que la moyenne d'âge aujourd'hui, par exemple? Mais tu sais, on a tous du mérite d'être là, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, d'accord, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, ça me fait plaisir. Moi, ce que j'ai observé pendant ces années, c'est que les jeunes, je disais jusqu'à 20-25 ans, étaient les moins éveillés parce qu'ils n'ont pas été concernés. Quand on est jeune, on a envie de vivre ses rêves pour l'avenir, on n'a pas envie de s'emmerder avec la politique et tout ça. Politique au sens large. Hein. Et autant j'ai vu d'ailleurs quand les gens m'abordaient dans la rue, c'était toujours à partir de 30 ans, 50 ans, après même des gens beaucoup plus âgés. Mais j'ai l'impression que les jeunes, et je le vois dans ma famille, autour de moi, et pourquoi tu t'intéresses encore à cette histoire, c'est le passé. Ils ne peuvent pas imaginer un avenir complètement glauque, complètement sombre. On cherche à les réduire en esclavage. C'est pas possible pour eux. Donc je pense, soit ils s'y intéressent pas parce qu'ils peuvent regarder des séries sur Internet ou sur Netflix, soit c'est parce qu'il y en a qui commencent à le voir, mais ça leur fait tellement peur qu'ils veulent se cacher la réalité. Donc c'est vrai que pour moi, c'est la cible importante. C'est pour ça que j'ai encouragé, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom sur le coup, ça va me revenir. Il y a un petit jeune de français qui était à la faculté de biologie à Aix-Marseille, qui a écrit un livre remarquable, j'ai écrit la préface, lui il a tout raconté. Tout est sourcé. Je suis désolé parce que là j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Et j'ai dit, tiens, enfin un jeune qui s'éveille, qui écrit un livre magnifique. Et moi je dis que, comme on disait pour la Chine avant, mais quand les jeunes s'éveilleront, l'état profond tremblera, je pense. Mais je pense que ça peut venir, mais il faut les encourager à s'éveiller. Mais c'est vrai que c'est une question très importante, parce que c'est pas gagné aujourd'hui. Merci. Une autre question ici? Oui, les groupes pharmaceutiques ont créé des médicaments et des choses qui sont très toxiques. Comment on fait pour avoir confiance à la suite de ce qu'ils produisent ou ce qu'ils continuent à faire ou ce qu'ils ont déjà produit aussi? T'sais? Alors, je pense qu'il y a une pédagogie du désastre. Et qu'au fond, le plus grand atout qu'on a, c'est pas nous qui l'avons. C'est la manière dont ceux qui sont au pouvoir sont en train de se démasquer dans la réalité de leur intention par les actions qu'ils déploient. Et c'est intéressant parce que vous savez qu'un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, qui est un grand sociologue français, étudiait l'évolution des époques en disant on est dans une période de transition entre deux époques et il y a déjà un nouveau monde en gestation. Et ce nouveau monde en gestation, moi je l'avais vu dans le domaine de la santé par le fait qu'au cours des 20 dernières années, et Christian Perron en est un magnifique exemple, la médecine institutionnelle s'ouvrait à une diversité de soutiens thérapeutiques pour les patients, allant de la médecine des plantes à l'acupuncture, à la pleine conscience, au massage thérapeutique, parce qu'on sait qu'une personne malade peut bénéficier de ces pratiques, même si la scientificité des pratiques en question n'est pas démontrée, on peut démontrer l'effet favorable. Donc il y avait une évolution de la médecine vers une requalification de la relation. On sait que le même traitement prescrit au bout de 10 minutes sur la base d'un test de laboratoire n'a pas le même effet qu'un le même médicament prescrit au bout d'1 heure d'une consultation compassionnelle.
Vous voyez, la relation est thérapeutique. Donc il y avait un ensemble d'éléments qui allaient dans cette direction, et on voit que la crise du Covid a été l'occasion d'un arrêt, d'un retour en arrière, avec ce fantasme dystopique d'une médecine parfaitement digitale en fait. Hein, on parle désormais de mettre des boîtes dans les pharmacies, vous irez prendre des valeurs biologiques et la machine vous crachera un traitement et on va éliminer le facteur humain, les médecins, etc. Maintenant, ce nouveau modèle, il est hilarant. Qui peut imaginer une seconde que c'est ce dont on a envie comme médecine et que ça s'imposera? Vous voyez, là, c'est l'aspect délirant de la crise en cours. Donc moi, je pense au contraire, ils sont en train de montrer que cette médecine pharmacologique, qui est très, très, en réalité délétère, vous savez qu'aujourd'hui, la prescription de médicaments est la première cause de décès en Occident. C'était la troisième, c'est devenu la première, et je dis pas les mauvais, enfin, je dis pas les effets indésirables de traitements utiles, non, la mauvaise prescription systématique. En France, il y a beaucoup de soignants qui ont été exclus de l'univers soignant, mais ils restent soignants dans l'âme, parce que c'est une, vous voyez, c'est une vocation, c'est un appel. Donc, mon interprétation, c'est qu'en fait, on est en train de montrer le fait que cette médecine hyper technique n'est pas viable, qu'elle n'est pas humaine, et en réalité, on pourrait, c'est mon évaluation, je serais intéressé de t'entendre Christian, se passer d'à peu près 90% des traitements biomédicaux en les remplaçant par des stratégies naturelles qui auraient au moins un effet équivalent, voire meilleur. Et donc, ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'on est en train d'avancer vers le fait que 90% de la mauvaise médecine qui empoisonne les gens et contribue au fait qu'ils soient en mauvaise santé est en train de tomber comme la vieille peau d'un serpent. On garde le 10% parce que la médecine technique, c'est magnifique, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, et il ne faut surtout pas cracher sur ça. Et puis le 90%, c'est pour aller vers une vraie médecine et passer d'une économie de la maladie à une politique de santé. Effectivement, je veux bien répondre. Alors juste, parce que tout à l'heure, j'avais un petit trou de mémoire, excusez-moi, j'ai le cerveau lent. Non, le petit jeune, c'est Léo Dubois, qui écrit le livre « Plus jamais ça ». Donc voilà, je vous le dis, si vous pouvez le commander auprès de votre libraire. Et c'est vrai que cette médecine mathématique est absolument horrible. Alors, autant la médecine aiguë, classique, académique, elle peut être très efficace dans les maladies aiguës, si on a un infarctus du myocarde, je ne sais pas quoi, ou une chirurgie importante. Autant dans les maladies chroniques, on voit que ça ne marche pas, ça marche chez certaines personnes, parce que ces maladies sont multifactorielles. Il y a l'individu, son stress, son passé, les traumatismes qu'il a vécu, son alimentation, les métaux lourds, les pesticides qu'il bouffe tous les jours dans sa nourriture, la malbouffe. Il y a plein de choses qui jouent. Et la phytothérapie, la médecine naturelle, même des traitements par des mécanismes, je dirais, électrophysiologiques. Il y a des machines à micro-courant qui font quelquefois des miracles. Je ne dis pas que ça marche chez tout le monde, mais il y a nous, on nous a castrés à la faculté de médecine, on ne nous a parlé que du chimique. Et puis maintenant, l'individu n'existe plus. Vous voyez, en France, maintenant, comme il n'y a plus de médecins sans voie de disparition, c'est une application sur votre téléphone qui s'appelle MedAdom, c'est médecin à domicile. Et comme ça, vous pouvez accéder à un médecin qui ne vous examine même pas, qui vous écoute 5 minutes, qui vous envoie une ordonnance par courriel. Donc, mais ça, si c'est la médecine de demain, c'est absolument horrible. Il faut vraiment se battre. La médecine est un art, ce n'est pas une science exacte. Et c'est une activité humaniste. Et moi, je me battrais bec et ongles, mais malheureusement, les pauvres étudiants, on est en train de leur laver le cerveau actuellement. Merci. On a une autre question ici. Oui, salut, mon nom c'est Mylène Hébert. Je suis une survivante de trafic sexuel à l'âge de 13 ans. Et j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez des stratégies à mettre en place rapidement afin de traiter les enjeux de pédocriminalité ici au Québec qui demandent toute votre attention collectivement? Merci. La pédocriminalité, c'est un sujet majeur. D'ailleurs, Pierre Barnillas s'y attelle. En tant que médecin, moi, j'ai plein de témoignages de gens, même à l'âge de 50 ans, 60 ans, des hommes et des femmes d'ailleurs, qui m'ont confié qu'ils avaient eu des abus sexuels dans l'enfance. Et quelquefois, ils n'en avaient jamais parlé pendant des décennies à toute leur famille, à leurs conjoints, à leurs enfants. C'est des souffrances terribles qui favorisent des maladies chroniques et les entretiennent. Après,
c'est une question qui est éminemment politique, parce qu'on voit toute cette histoire de l'état profond est mêlée à ce genre de choses. Donc je ne peux pas rentrer dans... C'est pas nous, en tant que médecins, qui pouvons résoudre ça, mais c'est vrai que c'est un problème que la société doit prendre en compte. Et j'espère qu'on arrivera à faire émerger ça à la surface, parce que c'est un scandale absolument colossal au niveau de la planète. Je me permets aussi de répondre. Effectivement, Pierre Bernarias, on l'a coupé, là, mais donc il a sorti le documentaire Les Survivantes, mais il va sortir toute une série de vidéos et il nous invitait en fait à s'abonner à une chaîne qui s'appelle, en fait, il faut taper, c'est Notre Petit Secret. Voilà, donc c'est Notre Petit Secret sur YouTube et il va partir ça, je pense, à partir du 29 juin, toute une série là, de vidéos là-dessus. En effet, merci. Combien de temps il nous reste, André? 10 minutes. OK. D'autres questions? OK. Bonjour. Maintenant, à propos des BRICS, d'après vous, les possibilités et les dangers sur les BRICS? Je ne sais pas si c'est... Les BRICS, c'est Brésil, Russie, tout ça? Brésil, Russie, oui. Parce que c'est pas très médical comme sujet. C'est ça, je pense, c'est pas dans leur, dans leur créneau, puis très en lien avec le panel. C'est un exemple de... Parce que je pense que c'est un phénomène émergent qui est important, parce qu'il y a eu la toute-puissance de l'Amérique, qui était la première puissance économique, militaire, tout se faisait en dollars dans le monde entier. Donc on a vu que l'Amérique a pu imposer des choses quelquefois... extrêmement choquante dans plein de pays, c'est un euphémisme quelquefois. Et là, je trouve que c'est bien. Alors, malheureusement, il y a cet enjeu de la guerre en Ukraine, j'espère que ça va se terminer bientôt, mais cette émergence justement de puissance un peu émergente, je pense que c'est une bonne chose pour le monde, parce que ça va rééquilibrer un petit peu les enjeux. Bon, on verra. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais je pense que c'est quelque chose qui... Moi, je regarde plutôt d'un œil bienveillant. OK. On va continuer. Une autre question ici. Bonjour, mon nom est Jacqueline et j'aimerais savoir si on doit craindre le traité de pandémie de l'OMS. Ben, le traité de pandémie de l'OMS, c'est une vraie saloperie parce que c'est de vouloir mettre le directeur de l'OMS, M. Tedros Ghebreyesus, qui avait un passé quand même un peu sulfureux en Éthiopie, qui était le bras droit de Bill Gates en Afrique, pouvoir déclarer tout seul dans son bureau qu'il y a une pandémie. Hein, donc, s'il y a par exemple des renards blancs au Québec là, qui éternuent bizarrement, puis qu'il y a quelques malades à Trois-Rivières qui sont mal barrés, il va déclarer un début de pandémie au Canada, il va vous confiner, et puis après, il pourra passer au-dessus du gouvernement du Canada, du Québec et de partout. Et donc c'est une dictature mondiale absolument horrible. Et moi qui ai travaillé à l'OMS au tout début, quand j'étais arrivé, c'était une très belle institution, il y avait des gens remarquables. Puis j'ai vu la colonisation par Bill Gates, par l'industrie pharmaceutique qui contrôle 80% des financements de l'OMS. Donc l'OMS est devenue une succursale de Bill Gates et il pense qu'à faire du fric et à contrôler les populations. Donc à passer au-dessus des gouvernements, des parlements, ben Macron dit c'est pas de ma faute, c'est l'OMS qui décide maintenant. Les parlements disent nous on n'a même pas donné notre grain de sel. Alors ce qui est encourageant, c'est que Trump a dit qu'il sortait de l'OMS, le président argentin dit pareil, Meloni elle avait dit peut-être, mais c'est pas encore fait. Bon, pour moi, l'OMS, soit il faut la réformer profondément, qu'elle n'ait plus que des fonds publics et qu'elle soit assainie, soit il faut la virer, comme proposait Trump quand il est arrivé au pouvoir, c'est de la... J'espère que ça pourrait se faire, de la changer par un organisme qui part sur des nouvelles bases. C'est une félonie. Et en plus, quand ils veulent nous imposer maintenant le passeport, alors vous n'êtes pas encore en Europe, parce qu'Ursula aimerait bien annexer le Canada, et puis Trump aimerait bien annexer le Canada aussi. Ils vont imposer un passeport européen, incluant la vaccination. Et ça, c'est dans les projets. Hein. Et surtout, ce qui me terrorise, il y a des milliards qui ont été investis là-dessus. Ils construisent les usines. L'Union européenne a donné son feu vert pour développer ça. Ils vont développer des soi-disant vaccins qui ne sont pas du tout des vaccins, qui sont des poisons, ARN messager auto-réplicants. C'est-à-dire que là, déjà, tu sais, vous nous avez dit, quand vous avez reçu l'injection expérimentale, bon, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ARN, plus de protéines de pointe, la protéine spike.
Maintenant, il y a des publications qui montrent qu'on peut la retrouver 700 jours après, donc plus de 2 ans après. Et avec l'autoréplicant, il dit c'est génial parce qu'il n'y aura pas besoin de faire de rappel. Ben oui, parce que ad vitam aeternam, donc ad vitam raccourci à mon avis, votre corps va produire des tonnes de ces saloperies. Et ça, le jour où ça, et puis le pire, alors si c'était encore limité à des populations avec leur consentement, bon, mais là ils vont bientôt, c'est dans leur projet, ils s'en cachent pas, ils vont supprimer tous les vaccins classiques actuels, qui la plupart sont très bons, même si on peut avoir quelques polémiques, par ces saloperies ARN messagers, ils s'en cachent même pas. Et ça, alors là, je dirais, il faut sortir les fourches, il faut refuser qui touche à vos enfants, qui touche à vous, qui touche à vos vieux. Il faut que ce soit une révolution massive et de résistance totale, si jamais ils veulent nous imposer ça. Donc ils sont en train de prévoir une espèce de dictature sanitaire absolument horrible. Merci. Et je me permets de redire un peu ce que vous avez dit plus tôt, professeur Perron, qui est que, en fait, le fait de se mettre en lien, de se préparer à ça, c'est la clé pour justement contrer, je dirais, les obligations qui risquent de venir là, du côté de l'OMS. Oui, quand il y avait le coup du masque à l'école, moi, par hasard, c'était grâce à un Suisse, parce que de temps en temps, je vais en Suisse, j'aime bien les petits Suisses. Il y avait un gars fantastique qui s'était mis en relation avec des parents d'élèves français et ils avaient étudié la saturation en oxygène avec la petite pince à linge là, pour analyser l'oxygène dans le sang chez les enfants qui avaient été masqués toute la journée. Et donc c'était quand même une agression forte contre les enfants. Les parents s'en étaient pas rendus compte. Quand on a fait l'enquête, ils ont dit « Ah, on s'était pas rendu compte que on avait été complices de faire souffrir nos enfants, on pensait que c'était pour leur bien. » Si à l'époque, par exemple, les parents avaient été sensibilisés, s'il y avait un parent dans l'école qui allait voir le directeur et qui dit « Moi, je veux pas », il était en minorité. Si peut-être pas, on n'a jamais 100%, mais si 80% des parents avant se parlent, d'ici ils nous refont le coup, on se mobilise, on va dire le directeur, on lui dit niette, eh ben, il plie en 3 jours, et au niveau, si ça se passe dans toute la France ou tout le Québec, au bout de 8 jours, le gouvernement recule. Donc c'est ça, c'est très important ce que fait Réinfo Québec, et c'est votre façon de voir les choses. Il faut anticiper le coup. Donc vous savez que Tedros, il va vous le mettre bien profond. Ben, vous le prévoyez et vous discutez entre vous pour voir les actions que vous pourrez faire le jour où ça viendra. Et Julie Lévesque pourra relayer dans tous les médias. Merci. Il reste 2 minutes, alors on va prendre une courte question. Je vais essayer de faire court. Bonjour, je m'appelle Paula Saint-Arnaud. On a vu très tôt les risques. On a vu très tôt le mensonge. On a essayé d'alerter. Il y a des gens qu'on aime qui ont reçu ces produits-là. D'abord, je vous remercie aussi pour vous avez été des tuteurs de résilience pour moi beaucoup, Robert aussi, et plusieurs qui étaient très, très vocaux dans cette période-là. Merci. Maintenant, il y a une crainte que moi je porte. Des gens que j'aime ont reçu ces injections-là. Je ne dénonce plus le risque parce que c'est hautement haut potentiel anxiogène, puis je ne veux pas générer des pertes d'équilibre. Alors, au niveau individuel, je ne vais plus dénoncer ça pour protéger les gens que j'aime, mais je vis avec une peur au fond de moi et une espèce de détachement que je n'aime pas du tout ressentir. Comme si je suis toujours un peu inquiète de ce qui va arriver. Quand est-ce... Voilà. Alors, avez-vous des pistes pour m'aider à sortir de ce sentiment de désengagement? Oui. La première vérité du Bouddha, c'est que la vie est souffrance. Et il y a une part de souffrance dans la vie qu'on ne peut pas éviter. Il y a une part de peur dans la vie qu'on ne peut pas éviter. Et il y a des souffrances qui sont importantes. Il est important de souffrir de certaines choses et il est important d'avoir peur de certaines choses. Là, il y a quelque chose d'irréductible. Maintenant, la deuxième vérité du Bouddha, c'est qu'on peut vivre cette souffrance et cette peur d'une manière qui ne nous fait pas nous rétracter, mais qui contribue à notre croissance. Et en l'occurrence, moi j'ai vu des gens aimer se précipiter, se faire injecter, parce qu'ils avaient envie de pouvoir voyager, et je n'ai pas cherché à les dissuader. Pour cette raison, ils savent la connaissance que j'ai de cette question. S'ils avaient voulu, ils seraient venus me voir. Ils ont fait le choix de ne pas le faire.
Et pour moi, il y a un respect existentiel fondamental qui est que quand quelqu'un va faire une erreur et que vous ne pouvez pas l'empêcher de faire cette erreur, il faut juste respecter sa liberté. Et je sais qu'à certains moments, c'est terriblement difficile. Mon frère a choisi de se faire injecter pour voyager. Ma sœur, parce qu'elle travaille en boutique, elle portait le masque à journée longue et elle n'avait pas le droit d'aller boire un café pendant des mois et des mois. Et elle a craqué pour pouvoir aller boire un café. Vous voyez, ça m'a bouleversé intérieurement. J'ai porté aucun jugement. Qui serais-je pour juger ça? Donc voilà, je peux souffrir de ce qu'ils nous ont fait, de ce qu'ils nous ont imposé. Je peux avoir des peurs qui sont normales parce que c'est des gens que j'aime. Et puis d'un autre côté, le destin est le destin. Chacun d'entre nous fait ses choix. De toute manière, comme je vous dis, on finira tous par mourir un jour. Donc pourquoi s'inquiéter du fait que nos proches puissent mourir? Évidemment, je préférais qu'ils meurent le plus tard possible. Moi, je préférais mourir le plus tard possible aussi, mais on finira tous par y passer. Alors là, il y a aussi potentiellement des, comment dirais-je, une dimension spirituelle qui intervient. En ce qui me concerne, j'ai assez confiance quant à the end of the game. Donc je me dis, s'ils font une erreur qui meurt plus tôt, j'en serais très triste, ils me manqueront, etc. Mais tôt ou tard, on boira des verres au paradis en se disant, ah, tu te souviens ce qu'ils nous ont fait vivre. Donc c'est aussi une manière de dédramatiser un peu. Mais je pense que là, dans ce que vous évoquez, il y a hélas quelque chose d'irréductible. Et finalement, c'est aussi un acte de générosité, de donner aux autres le droit de se tromper jusqu'à y laisser potentiellement leur vie. Dieu merci, ça n'est pas sûr. Dieu merci, il y a encore plein d'espérance à beaucoup d'endroits. Mais voilà, là il y a un point irréductible qui est qu'on n'a pas de pouvoir sur les autres, on a du pouvoir sur soi. Et finalement, je trouve que la noblesse de ce que vous avez exprimé ici est déjà d'une telle beauté que finalement c'est ce avec quoi vous pouvez vous mettre en relation pour traverser cette épreuve. Wow! Donc, ça va Merci être la conclusion. Ces paroles pleines de sagesse. Ça met fin à notre panel d'aujourd'hui. On remercie chaleureusement nos invités d'Europe d'être ici avec nous, qui nous ont apporté beaucoup d'espoir et de réconciliation avec tout ça, puis de confiance en l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci. Merci à tous.